L'échec cuisant du Ruche, la victoire par la technologie, était-elle un mirage? Imaginez la nuit du 27 octobre 2025, à Sébastopol. La base navale russe, barricadée derrière des défenses de pointe, retient son souffle. L'obscurité se fissure soudain. Des centaines de drones, venus du ciel et des flots, fondent sur la cible, leur origine attribuée à l'OTAN. La doctrine paraît infaillible: saturer les radars, submerger les défenses, emporter la décision par la quantité et la vitesse. Dans les états-majors occidentaux, on croit à l'invincibilité des essaims automatisés. Le nombre doit terrasser la résistance humaine, l'intelligence artificielle doit triompher du soldat. Mais la réalité s'inverse brutalement. Là où les modèles promettaient un raz-de-marée, la défense russe, froide et coordonnée, abat chaque vague. Aucun drone n'approche la base. La totalité de la flotte d'assaut est détruite avant même d'avoir inquiété la cible. C'est une onde de choc, pour les stratèges, un désaveu public. La foi dans la technologie toute puissante se dissipe en quelques heures. L'enjeu dépasse la perte matérielle. Perdre cette bataille, c'est gaspiller des milliards, ruiner la crédibilité de doctrines avant-gardistes et, surtout, révéler au monde entier ses failles. Les caméras capturent alors l'instant fatidique. Le mythe d'une victoire facile, grâce aux machines, vole en éclats. Désormais, une question brûle. La guerre moderne bascule-t-elle vers une ère où l'humain, l'organisation et l'adaptation surpassent les promesses aveugles de l'automatisation? Pour comprendre comment la stratégie du Ruche s'est brisée en une seule nuit, il faut plonger au cœur de la bataille et analyser chaque étape de ce choc technologique. Revenons heure par heure sur les événements de Sébastopol pour démêler les causes profondes de ce désastre militaire. Quels choix ont mené à la débâcle du Ruche? Tout semblait aligné pour un triomphe. Sur le papier, chaque étape de l'opération avait été méticuleusement programmée par les stratèges occidentaux. Rien n'était laissé au hasard, et la confiance régnait dans les centres de commandement. À la veille de l'assaut, un seul doute subsistait, lancinant. La réalité allait-elle se plier aux simulations, ou révéler l'ampleur de l'illusion? Des semaines durant, la mer Noire fut quadrillée sans relâche par des drones Global Hawk et Reaper. Leurs trajectoires se croisaient, inlassables, balayant chaque plage, chaque port, chaque jetée abandonnée. À bord, les capteurs engrangeaient une avalanche de données, traquant la moindre anomalie, la plus infime signature thermique, la moindre silhouette suspecte sur les écrans des analystes. À Bruxelles, l'Alliance forgeait sa nouvelle doctrine, la stratégie Ruche. L'idée était aussi simple que redoutable: submerger les défenses russes sous une vague d'attaques automatisées, coordonnées à la seconde, pour forcer l'erreur, exposer la vulnérabilité et affaiblir l'aura d'invincibilité russe. Ce pari, s'il réussissait, devait bouleverser l'équilibre militaire mondial et marquer les esprits bien au-delà du champ de bataille. Des moyens inédits furent rassemblés. Plusieurs dizaines de drones de combat et de navires sans équipage, tous opérés à distance, se massaient dans le sud de l'Ukraine et sur le littoral roumain. Pour l'état-major occidental, la clé du succès résidait dans la quantité. Un essaim suffisant finirait forcément par rompre la digue des défenses adverses, pensait-il. L'automatisation et la saturation devaient tout balayer. Mais ce raisonnement oubliait un détail crucial. Côté russe, la vigilance était totale. Chaque vol occidental, chaque message radio, chaque déviation dans la routine était repérée, disséquée, comprise. Les défenseurs anticipèrent l'assaut, affinant leur tactique, adaptant leur système en silence. Face à eux, la doctrine Ruche devenait un puzzle dont ils connaissaient déjà les contours. L'erreur la plus dangereuse? Sous-estimer la profondeur de l'ennemi. L'OTAN, sûre de ses algorithmes et de son avance technologique, allait bientôt se heurter à une riposte inattendue. L'échec ne coûterait pas seulement des drones, mais entacherait durablement la crédibilité occidentale. Honneur, ressources et réputation basculaient désormais dans la balance. Alors comment, malgré cette planification sans faille, l'attaque de Sébastopol a-t-elle pu se transformer en débâcle? La réponse se trouve dans les premières minutes du 27 octobre, quand l'essaim de drones approche enfin de la cible. C'est là que le rêve de victoire instantanée se heurte à la réalité de la guerre moderne. Des nuées de drones,
des tactiques inédites, et pourtant, la chute foudroyante du Ruche marque un tournant inattendu. Tout se déclenche dans l'obscurité la plus totale. La première vague, composée de 40 drones aériens, s'élance depuis l'horizon ouest. Ils suivent des trajectoires sinueuses, caressant les crêtes, rasant la mer à moins de 50 mètres pour tromper les radars et frapper Sébastopol par surprise. Mais la vigilance russe ne faiblit pas. Les radars de nouvelle génération captent aussitôt la menace. Les systèmes S-400 et la chasse Su-30SM se mobilisent, synchronisés, chaque unité suivant un protocole de riposte éprouvé. La réponse russe est clinique. Les S-400 pulvérisent la première vague par salve précise. Les avions de chasse verrouillent le ciel. En quelques minutes, tous les drones sont détruits, loin de leur cible. Aucune brèche, aucune réussite. L'escadrille est anéantie. L'attaque s'effondre d'emblée. Sans attendre, la deuxième phase se lance. 30 vedettes kamikazes, furtives et rapides, surgissent sur l'eau, guidées à distance via Starlink. Elles avancent en meute, ajustant sans cesse leur cap pour chercher une faille dans l'écran défensif. Face à cette menace, la défense change d'échelle. Hélicoptères de patrouille, navires rapides, aviation, tous convergent pour former un champ de chasse intégré. Chaque embarcation ennemie est repérée, assignée à destruction, la traque est implacable. Mais c'est la guerre électronique qui fait tout basculer. Les brouilleurs saturent l'espace de parasites, les systèmes de spoofing GPS désorientent les vedettes. Le contrôle à distance se rompt. La flottille devient une armée de spectres, errant sans but, incapable d'approcher la base. La déroute ne doit rien au hasard. Elle révèle la supériorité d'une défense humaine, stratifiée, capable de combiner force brute et intelligence électronique. En quelques heures, une doctrine s'effondre. L'essaim automatisé ne suffit plus face à une résilience intégrée et adaptative. L'échec dépasse la perte de drones. Il expose des failles, bouleverse des certitudes, remet en cause des doctrines entières sous les yeux du monde. L'illusion d'une victoire rapide grâce à des essaims low cost se dissipe devant l'inventivité et la sophistication de la contre-offensive humaine. Pour les stratèges occidentaux, l'onde de choc est immédiate. Il faut repenser l'équilibre entre technologie, doctrine et adaptation humaine. La bataille de Sébastopol devient un avertissement brûlant pour toutes les armées modernes. La bataille de Sébastopol, 27 octobre 2025, a marqué la fin des victoires faciles par essaim de drones bon marché. Dans les eaux sombres de la mer Noire, la croyance que le nombre l'emporte toujours s'est brisée. Le monde a vu, ce soir-là, l'illusion s'effondrer face à une défense moderne, intégrée et résolument humaine. Première leçon. La stratégie du nombre a montré ses limites. Des centaines de drones, aériens et maritimes, devaient submerger les défenses. Pourtant, la saturation attendue n'a jamais eu lieu. Les opérateurs pensaient écrasés par la quantité, mais ils se sont heurtés à une barrière tissée d'intelligence collective et de technologies adaptatives. Le facteur décisif? La guerre électronique. Les ondes, les brouillages, les signaux manipulés ont désorienté la plupart des drones avant même qu'ils n'atteignent leur cible. Privés de guidage, ces machines se sont perdues, piégées par une défense mouvante, pilotées par des équipes humaines réactives et soudées. Là où l'automatisation suit un schéma préétabli, l'humain improvise, corrige, déjoue. Chaque poste, chaque opérateur connaissait son rôle, prêt à adapter les protocoles à chaque imprévu. Cette coordination fine a fait toute la différence. La surprise, c'est l'humain qui l'a créée. Ce modèle n'est plus une simple théorie militaire. Dès le lendemain, états-majors et ingénieurs du monde entier ont réévalué leur doctrine. L'intégration de l'humain dans chaque maillon du système, la complémentarité entre intuition, expérience et technologie s'imposent comme nouvelles règles. Acheter des drones ne suffit plus. Il faut bâtir un écosystème résilient, capable d'encaisser l'imprévu et de répliquer de façon imprévisible. La bataille de Sébastopol marque un tournant global. Désormais, l'avantage n'ira plus à celui qui produit le plus, mais à celui qui orchestre hommes et machines avec cohérence et agilité. La puissance militaire ne se mesure plus en inventaire, mais en capacité d'intégration et d'adaptation.
Pour les nations qui s'accrochent aux recettes d'hier, le danger est immense. Ignorer la place centrale de l'humain et de l'intégration, c'est courir vers l'obsolescence, l'humiliation stratégique, la vulnérabilité. L'échec de Sébastopol est déjà un avertissement mondial. Il ne suffit plus d'aligner des chiffres, il faut penser la guerre comme un organisme vivant. Mais quelles leçons concrètes tirer de cette nuit décisive? Quelles mutations impose-t-elle aux décideurs, aux ingénieurs, aux stratèges pour ne pas rater le prochain choc? Décryptons maintenant les enseignements opérationnels que cette défaite impose aux armées. Comment transformer doctrine et technologie pour survivre à la prochaine rupture? 3 piliers décident désormais de la survie à la guerre du XXIe siècle. Êtes-vous prêt à affronter la réalité? Car la nuit du 27 octobre 2025 à Sébastopol a brisé bien des certitudes. Cette bataille n'a pas opposé seulement des drones à des missiles. Elle a révélé 5 leçons vitales pour bâtir une défense moderne, résiliente et évolutive. Première leçon. L'unification totale de l'information et de la puissance de feu, du satellite jusqu'aux combattants au sol. Chaque capteur, chaque poste, chaque batterie doit s'intégrer dans un réseau où la donnée circule sans délai. À Sébastopol, c'est la fusion instantanée entre surveillance spatiale, radar et plateforme de tir qui a permis de contrer la vague automatisée. Deuxième leçon. La guerre électronique est devenue la priorité absolue. L'ennemi a vu ses communications paralysées, ses fréquences saturées, ses essaims désynchronisés. Aucune technologie n'a de valeur si l'adversaire peut brouiller les capteurs et briser les transmissions, à chaque étage du combat. Troisième leçon. Construire des défenses en profondeur, sans angle mort. La victoire ne vient pas d'un super-missile, mais d'une architecture où chaque menace rencontre au moins 2 ripostes. Missiles longue portée, canons rapprochés, intercepteurs autonomes, chaque couche protège la suivante, de la haute atmosphère jusqu'au niveau de l'eau. Mais la clé, c'est la synergie entre humain et technologie. Ni la machine seule, ni l'opérateur isolé ne suffisent. Ce sont les équipages, les opérateurs, les états-majors qui, en comprenant l'intention adverse et en s'adaptant en quelques minutes, ont créé l'avantage décisif. L'intelligence collective, mêlant discipline et créativité, transcende la somme des moyens matériels. Enfin, la victoire appartient à ceux qui doutent, qui apprennent, qui corrigent sans relâche. Chaque système, même le plus avancé, finit par rencontrer sa limite. Les gagnants sont ceux qui s'adaptent, qui tirent des leçons de chaque exercice et de chaque échec. Refuser d'évoluer, c'est s'exposer à la surprise stratégique et à la ruine. Ignorer cette approche intégrée, c'est courir vers la défaite et la perte de souveraineté face à des adversaires plus agiles. Sécurité, innovation et formation ne peuvent plus être séparées. Elles forment le socle d'une défense capable d'absorber les chocs du futur. Que retenir, personnellement et collectivement, de ce choc de civilisation militaire? Il est temps de remettre en question nos certitudes, d'investir là où l'humain et la machine progressent ensemble, sans jamais céder tout pouvoir aux automatismes. Mais qu'en est-il de ceux qui n'apprennent pas? Le revers de la bataille de Sébastopol éclaire les conséquences tragiques de l'aveuglement technologique. Rien n'est plus périlleux que de se fier à l'illusion d'une victoire facile. La véritable force réside dans la fusion de la technologie et de l'intelligence humaine. Le 27 octobre 2025, en mer Noire, a marqué la fin brutale d'un mythe, celui selon lequel des essaims de drones bon marché pourraient balayer toute résistance. À Sébastopol, la stratégie dite du rush, fondée sur la quantité et l'automatisation de l'attaque, s'est fracassée contre une défense d'un tout autre ordre, celle où l'expertise humaine et la machine opèrent en symbiose. La défense russe, patiente et méticuleuse, avait anticipé chaque phase de l'assaut. Alors que les stratèges occidentaux misaient sur la saturation, le commandement russe a déployé une défense en profondeur, orchestrée par des opérateurs aguerris, des radars sophistiqués et des contre-mesures dynamiques. Ce n'était pas la victoire d'une simple machine, mais celle d'une intelligence collective capable d'analyser, d'apprendre et de réagir à chaque imprévu. Ignorer la leçon de Sébastopol, c'est s'exposer non seulement à la perte matérielle, mais à une humiliation stratégique profonde. Croire à la toute-puissance des algorithmes et investir aveuglément dans chaque nouvelle génération de drones,
c'est refuser de voir que la guerre moderne ne se gagne pas dans une fuite en avant technologique. Elle récompense ceux qui savent accorder l'humain et la machine dans une alliance souple et résiliente. Le danger majeur, pour toute armée ou nation, consiste à céder à la tentation du nombre et de l'innovation brute. Mais la leçon du 27 octobre est limpide. Sans préparation humaine, sans adaptation tactique, la technologie atteint vite ses limites. La clé n'est plus la surenchère d'armes, mais la qualité de la coordination, de la formation et de la réactivité humaine. Ce qui se joue ici dépasse l'avenir des arsenaux. Il s'agit de la survie des doctrines mêmes qui structurent la sécurité nationale. La puissance militaire de demain ne sera ni l'apanage de la machine, ni le privilège de l'homme seul, mais le fruit d'une collaboration éclairée et réactive entre les deux. Négliger cette vérité, c'est précipiter la prochaine catastrophe, gaspiller des ressources vitales et s'exposer à la débâcle. Au bout du compte, la bataille de Sébastopol impose une vérité incontournable. Il n'existe pas de raccourci vers la victoire, et l'excès de confiance dans la technologie seule mène tout droit à la défaite. Désormais, la véritable question n'est plus de trancher entre le nombre ou la qualité, mais de comprendre comment l'intelligence humaine peut amplifier la puissance des outils technologiques sans jamais leur abandonner la maîtrise stratégique. Mais pour vraiment comprendre la portée de cette défaite, il faut regarder en arrière et étudier d'autres épisodes où la croyance aveugle dans une technologie nouvelle a mené à la catastrophe. L'histoire militaire regorge d'exemples où des innovations promises comme décisives ont été contrecarrées par une adaptation humaine supérieure. Prenons par exemple la fameuse ligne Maginot, édifiée au début du XXe siècle par la France pour stopper toute invasion allemande. Cette ligne de fortification, longue de plusieurs centaines de kilomètres, était conçue sur le principe que la technologie défensive pouvait rendre impossible une percée ennemie. Pourtant, en 1940, l'armée allemande, par le biais d'une stratégie audacieuse et de l'utilisation massive des blindés, a tout simplement contourné la ligne Maginot en passant par les Ardennes. Ce n'est pas la supériorité technique qui a décidé de l'issue, mais la capacité d'adaptation et d'innovation tactique. Un autre exemple frappant est la bataille de Midway en 1942. Les Japonais, convaincus de l'invincibilité de leur flotte grâce à la supériorité technologique de leurs porte-avions, ont sous-estimé la capacité des Américains à décrypter leurs codes et à adapter leur stratégie. Résultat, une victoire décisive pour les États-Unis, obtenue non par la force brute ou la technologie pure, mais par l'intelligence, la flexibilité et la maîtrise de l'information. Ces épisodes montrent que l'innovation technologique n'est jamais, à elle seule, une garantie de succès. Ce sont ceux qui savent tirer parti de la technologie tout en restant flexibles, capables d'improviser et d'apprendre, qui l'emportent sur le long terme. Revenons à la bataille de Sébastopol. Imaginons un instant un scénario alternatif. Que se serait-il passé si, au lieu de miser essentiellement sur la saturation par l'automatisation, les stratèges occidentaux avaient combiné leurs essaims de drones avec des commandos spécialisés, des actions de cyberattaques ciblées et des opérations de diversion humaine? Peut-être que la défense russe, aussi sophistiquée soit-elle, aurait été débordée par la multiplicité des menaces et la complexité du champ de bataille. Mais, en s'enfermant dans une unique croyance, celle du ruche, l'OTAN a négligé l'art de la surprise et de l'adaptation. Aujourd'hui, les armées du monde entier devraient se demander: investissons-nous dans des outils ou dans des écosystèmes? Formons-nous des opérateurs capables de prendre des décisions rapides face à l'imprévu, ou nous contentons-nous de suivre la dernière mode technologique? Prenons le cas d'Israël, qui a su faire évoluer son système de défense Dôme de fer, Iron Dome, grâce à une boucle constante d'apprentissage terrain et d'intégration d'innovations logicielles et humaines. Ce système n'est pas resté figé. Il s'est adapté, déployant de nouvelles tactiques chaque fois que l'ennemi découvrait une faille ou inventait une parade. Résultat, une efficacité opérationnelle qui n'a cessé de croître parce que l'humain a toujours été au cœur du processus décisionnel et d'amélioration. À l'inverse, lors de la guerre du Golfe, la coalition menée par les États-Unis a démontré que la supériorité technologique pouvait être démultipliée par une planification humaine minutieuse, mais aussi que les limites humaines, fatigue, erreurs d'analyse, résistance psychologique,
devaient être prises en compte. L'attaque éclair sur Bagdad en 2003 s'est appuyée autant sur l'intégration homme-machine que sur l'entraînement psychologique des troupes à réagir face à l'imprévu. Pour ne pas répéter les erreurs du ruche, il faut donc aller plus loin que la simple addition de gadgets et de logiciels. Il s'agit d'intégrer la technologie dans des doctrines évolutives, de former les personnels à l'adaptabilité, de créer des structures où le retour d'expérience n'est jamais un simple rapport, mais une source d'innovation continue. Voici quelques étapes concrètes pour bâtir une défense résiliente à l'ère de l'automatisation. Premièrement, instaurer une culture du doute organisée dans les états-majors, où chaque plan fait l'objet de contre-expertises critiques, même lorsque la technologie semble infaillible. Il s'agit d'encourager l'analyse des scénarios les plus improbables afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de surprise stratégique. Deuxièmement, former des équipes mixtes, associant ingénieurs, tacticiens, psychologues, analystes du renseignement, afin de concevoir des systèmes capables non seulement de fonctionner sous stress, mais aussi d'apprendre et de s'adapter en temps réel. Cette approche transversale a fait ses preuves dans l'industrie aéronautique civile, où la sécurité repose sur le dialogue permanent entre pilotes, mécaniciens et concepteurs. Troisièmement, investir dans la résilience des réseaux de communication et dans la protection contre la guerre électronique, non seulement pour les drones, mais pour l'ensemble des systèmes de commandement. Un exemple frappant. Lors de la guerre en Ukraine, plusieurs épisodes ont montré que la coupure des communications pouvait paralyser des unités entières, même les mieux équipées. Quatrièmement, encourager l'entraînement à la déconnexion, c'est-à-dire préparer les opérateurs à agir de façon autonome lorsque la liaison avec le centre de commandement est rompue. Les armées scandinaves, par exemple, mettent l'accent sur l'autonomie des petites unités et la capacité de chaque soldat à improviser en cas de rupture du flux d'ordre. Cinquièmement, créer des laboratoires d'innovation ouverts où le retour d'expérience des échecs, petits ou grands, est systématiquement valorisé. L'armée américaine, après l'échec du projet Comanche, a su réinvestir les leçons dans le développement de nouveaux hélicoptères et dans l'optimisation de la maintenance logistique, évitant de reproduire les mêmes erreurs à grande échelle. Enfin, et surtout, il ne faut jamais sous-estimer la force de la psychologie humaine. Dans tous les conflits modernes, la résilience des soldats, leur capacité à faire face à la peur, à l'incertitude, à la fatigue extrême, demeure le facteur décisif lorsque la technologie atteint ses limites. Il suffit de se souvenir du siège de Grozny ou de la bataille d'Alep pour comprendre que les armées capables de tenir moralement, d'improviser tactiquement, finissent souvent par l'emporter même face à une supériorité technique apparente. En définitive, l'échec du ruche à Sébastopol doit être vu non comme une humiliation, mais comme une opportunité historique d'apprendre, de se transformer et d'éviter l'illusion de la solution miracle. La technologie n'est qu'un outil. La victoire appartient à ceux qui savent s'en servir avec intelligence, humilité et courage. À l'heure où l'intelligence artificielle s'invite dans tous les domaines, de la finance à la santé, de la logistique à la sécurité, la leçon de Sébastopol devrait résonner bien au-delà du monde militaire. Elle nous rappelle que l'avenir ne sera pas écrit par les machines seules, mais par l'alliance entre l'esprit humain et l'innovation. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un système révolutionnaire, d'un algorithme infaillible ou d'une armée de robots invincibles, souvenez-vous de cette nuit d'octobre 2025. Posez-vous la question, qui, derrière ces machines, aura le courage de douter, d'apprendre, de s'adapter? Car, au fond, la véritable supériorité n'est ni dans le nombre, ni dans la machine, mais dans la capacité à évoluer, à penser autrement, à transformer chaque échec en tremplin vers l'avenir. Et c'est là, sans doute, la plus grande leçon de Sébastopol.